Bonjour les amis, alors comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement ou plutôt de stress et de démotivation ? Si vous vous reconnaissez dans la deuxième catégorie et que vous attendez chaque semaine le week-end avec impatience, alors je vous recommande le parcours Chance, fidèle partenaire, comme vous le savez, de Métamorphose. La vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne nous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois, avec l'aide d'un coach dédié, vous redéfinirez vos objectifs et renouerez avec ce qui vous passionne. Une fois votre projet défini, la communauté Chance, un collectif hyper engagé, sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Et un détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, passez dès maintenant à l'action. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. On a tous entendu parler d'énéagramme, de numérologie, de l'outil MBTI, de ProcessCom ou de la méthode DISC, mais peut-être moins souvent de design humain. Et pourtant, cette approche, issue de sagesse ancestrale et moderne à la fois, est un outil formidable pour révéler nos conditionnements, notre mode de fonctionnement, tant sur le plan émotionnel, psychologique qu'énergétique. Mon invité est un ostéopathe depuis 30 ans, diplômé de la prestigieuse école d'ostéopathie de Maidstone en Angleterre. Et après avoir vécu et exercé longtemps en Nouvelle-Zélande, il travaille aujourd'hui dans le Pays Basque où il s'est formé en parallèle de sa pratique comme consultant en design humain. Il propose aujourd'hui à distance ou en direct des consultations personnalisées. Déjà venu en parler dans Métamorphose, il revient aujourd'hui à l'occasion de la publication ce 26 septembre de son tout nouvel ouvrage aux éditions Erol intitulé « Le design humain, un outil fascinant ». Un accompagnement pratique pour nous aider à cheminer avec cet outil de connaissance de soi et mieux comprendre qui nous sommes vraiment. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Cyril Touffet. Salut Cyril. Bonjour Anne. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va bien ? Je te remercie. Alors, on avait déjà fait cet épisode qui avait cartonné, parce qu'on l'a rediffusé plusieurs fois en best-of dans Métamorphose, qui s'appelait le design humain, un outil de connaissance de soi. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie prochaine de ton livre, puisque je le disais en introduction, le 26 septembre, d'ailleurs, je fais une petite aparté, on peut toujours le commander en précommande pour les gens qui ont envie de l'avoir et de le recevoir le jour de la publication. Aujourd'hui, on va évidemment reparler de chaque type, puisqu'on va reparler de ces 4 types plus un 5e qui est un mix des 2 autres. Mais on va évaluer en fait les dynamiques aussi entre ces différents profils pour voir comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter, interagir, etc. Et puis comprendre plus globalement comment cet outil finalement peut nous permettre, que ce soit dans nos vies perso ou pro, de cheminer, comment peut-être toi il t'a aidé peut-être aussi dans ta pratique d'ostéopathe, voilà. Donc, je le dis pour les gens qui auraient déjà écouté l'épisode sur le design humain, ils peuvent évidemment le réécouter, mais ceci est un épisode indépendant aussi pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le design humain pour partir à la découverte de cet outil. Voilà. Simplement pour faire cette précision en introduction. Alors, peut-être pour démarrer cette interview, qu'est-ce que le design humain, qu'on appelle aussi, je crois, la science de la différenciation, c'est ça ? Absolument. Oui. Ouais. On appelle cet outil la science de la différenciation parce que l'idée est vraiment de mettre en avant le fait que nous sommes des êtres uniques et donc de mettre en avant notre unicité et ce qui fait que nous sommes vraiment différents les uns des autres. Donc c'est vraiment la capacité de cet outil, je trouve, et le potentiel de cet outil, il est d'accepter que nous sommes intrinsèquement différents. Et dans l'acceptation de nos différences, on peut être amené à être plus tolérant des différences des autres aussi. Donc en fait, le but de cet outil
et d'avoir une communication ou des échanges beaucoup plus fluides avec les autres. Et puis surtout, l'essentiel, c'est de comprendre un petit peu mieux qui nous sommes et du coup de mieux se positionner aussi dans nos échanges avec les autres. Alors, je le précise, hein, comme tout outil, ça reste un peu une cartographie de qui nous sommes en tant qu'être humain. Évidemment, l'idée n'est pas de s'enfermer dans un outil, mais plutôt d'évoluer, de grandir avec lui. Absolument, j'entends souvent en fait le commentaire suivant, c'est que ça peut rebuter un peu certaines personnes dans le sens où ils ont l'impression d'être mis dans des cases. Et en fait, la réponse que j'ai à ça, c'est que la sensation peut être, oui, bien sûr, d'être mis dans une case, mais en fait, cette case, elle est unique. Oui. C'est pas une case dans laquelle vous allez vous retrouver avec d'autres personnes. C'est une case unique. Oui, c'est pas une étiquette. Absolument voilà, pas. oui, effectivement. Ça peut être un défaut. Aujourd'hui, on parle de troubles de l'attention, de troubles du spectre autistique, des neuroatypiques, etc. Et souvent, les gens disent j'ai l'impression que ça m'enferme un peu dans une case. Oui. Donc là, évidemment, on parle d'un outil. On n'est absolument pas ni dans une pathologie, ni dans un trouble. On parle simplement d'un outil de connaissance de soi. Absolument. Et qui met justement en évidence nos dynamiques particulières, d'un point de vue mental, donc psychologique, point de vue physique, purement physique, émotionnel, mais aussi on aborde des sujets comme l'ego, notre identité, la pression extérieure, le stress, comment est-ce qu'on le gère, comment est-ce que ça nous affecte personnellement et aussi avec les autres. Voilà, donc c'est vraiment mettre ça en évidence. Ce qui nous anime, nous, particulièrement, et les choses sur lesquelles on peut être un petit peu plus vulnérable. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, peut-être avez-vous envie déjà à ce stade de faire une mini-pause dans ce podcast pour, si vous ne l'avez pas déjà faite, aller sur Internet, faire votre cartographie, ou sinon vous le ferez plus tard, c'est pas grave du tout, en design humain, pour connaître votre type. Où est-ce qu'on peut aller pour commencer ? Alors, il y a un site sur lequel vous pouvez vous rendre qui s'appelle Jovian Archive ou Jovian Archive. Voilà, on donnera le lien associé à cette émission. Et du coup, vous avez la possibilité, en vous rendant sur ce site, de rentrer vos données de naissance et d'avoir ce qu'on appelle votre chart, votre carte individuelle, sur laquelle vous aurez tous les paramètres dont certains on va aborder dans l'interview. Oui. Absolument. Alors, quelles sont les origines ? Peut-être revenir rapidement sur les origines du design humain. L'histoire elle-même de la découverte de cet outil est assez fascinante. Rapidement, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un outil qui est utilisé par des milliers de personnes dans le monde. Alors, moi, j'irais même un petit peu plus loin. Je pense qu'on est dans des centaines de milliers de personnes, Oui. voire peut-être même millions. C'est difficile, en fait, à se rendre compte parce que, voilà, ça touche... c'est un outil qui est déjà développé au départ en anglais, en langue anglaise. Donc, ça a déjà touché tous les pays anglophones, mais ça a été traduit dans différentes langues depuis, et principalement aussi en français. Très récemment, ça fait seulement, je pense, une dizaine d'années que les 2 ouvrages principaux ont été traduits en français et sont donc accessibles maintenant en langue française. Mais bien sûr, d'autres ouvrages ont été publiés dans différentes langues. Donc c'est très difficile de savoir combien de personnes ça peut toucher, mais en tous les cas, moi, de mon expérience dans le Pays Basque, localement, quand je suis arrivé dans le Pays Basque il y a une quinzaine d'années, j'entendais pratiquement pas parler du design humain. Moi-même, j'en avais pas entendu parler. C'est grâce à un ami qui m'a juste évoqué cet outil. Mais depuis, surtout dans les 5 dernières années, il y a vraiment un engouement incroyable, et j'ai vraiment remarqué une popularité de cet outil grandissante. C'est-à-dire que maintenant, c'est très commun de parler à quelqu'un et en fait d'aborder le sujet, et ils en ont déjà entendu parler ou ils l'ont voire même peut-être exploré déjà. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Donc ma question, c'était l'histoire elle-même du design humain est assez fascinante. Comment est-ce que cet outil a été découvert et par qui finalement ? Alors, c'est l'expérience d'un homme qui s'appelle Robert Krakauer, qui est canadien, qui a décidé au bout d'un moment d'immigrer vers l'Espagne et l'île d'Ibiza en particulier, parce qu'il était très impliqué dans
dans le domaine du divertissement. Il avait fait carrière dans la publication de différents magazines, de médias aussi, enfin producteur de médias, et un peu submergé par ce que ça impliquait finalement. Il a décidé d'avoir une vie un petit peu plus calme et de prendre un peu de recul par rapport à ça. Euh, et en fait, en ralentissant, il a été beaucoup plus contemplatif, on va dire, de la vie, et finalement a eu une expérience un peu mystique, qu'il a embarqué pendant 8 jours et 8 nuits, dans ce que lui raconte, une expérience d'ailleurs très douloureuse et intense, euh, par laquelle il a eu voilà, cet enseignement, par ce qu'il appelle la voix, en fait. Vous pouvez d'ailleurs aller écouter cette expérience qu'il raconte lui-même sur YouTube. Ça s'appelle Encounter with the Voice, donc rencontre avec la voix. Et voilà, il raconte pendant 1 heure et demie à peu près son expérience. Donc voilà, une expérience assez mystique qui, pour moi, très cartésien, était un petit peu bizarre. Mais en fait, ce qu'il dit lui-même, c'est que lui-même n'a pas vraiment compris cette expérience, et ça l'a très perturbé. Mais en fait, en focalisant sur l'information qui lui a été transmise, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à partager. Et ce quelque chose, c'est presque un mode d'emploi de l'être humain, j'ai envie de dire. Alors c'est très surprenant parce qu'on peut se dire oui, voilà, c'est un peu perché, ce mec il reçoit ses informations, il entend une voix. Et puis aujourd'hui, on se retrouve face à un outil qui est pertinent et qui est partagé par des, comme tu le disais tout à l'heure, des milliers, peut-être même des millions de personnes à travers le monde, où on voit qu'à l'épreuve, je dirais, des consultations, la pertinence en fait des résultats en fait sur la personne. C'est-à-dire que j'imagine que toi, dans une consultation de design humain, quels sont les retours peut-être que te font les gens? Est-ce qu'ils sont parfois surpris en disant bah, vous êtes en train de me décrire alors que vous ne me connaissez pas? Écoute, c'est exactement ça. Ce que tu viens de me dire, c'est le commentaire que je reçois très fréquemment. C'est que les personnes, comme moi d'ailleurs, hein, avec la première analyse que j'ai eue de mon design, c'était un peu la même réponse que j'ai par rapport à ce que je fais maintenant, et ce que j'ai en retour des gens avec qui je fais des consultations. C'est que c'est bluffant. En fait, c'est tellement pertinent, c'est tellement précis dans la description de qui nous sommes, et ça vient surtout valider des ressentis que l'on peut avoir, mais qu'on ne s'autorise pas finalement à appliquer dans les échanges avec les autres. Et c'est en ça où je trouve que c'est intéressant et pertinent, c'est que euh, dans la validation de nos ressentis, finalement, on arrive à mieux se positionner dans l'échange avec les autres en particulier. Mm. Et le retour que j'ai, c'est ça, c'est vraiment une description de qui la personne est sans même la connaître. Mm. Pour toi, c'est quoi justement par rapport peut-être à d'autres outils, le grand apport du design humain, notamment peut-être sur le volet énergétique et émotionnel? Euh, Ce qui est intéressant, c'est que enfin, pour moi personnellement, je trouve que c'est une nouvelle façon d'appréhender. Alors, comme tu mentionnes les émotions, d'appréhender les émotions, justement. Alors, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais Mm. nous sommes des êtres énergétiques, hein, et nous avons 9 centres particuliers qui émettent ou qui reçoivent l'énergie. Donc ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais d'un point de vue émotionnel, en fait, on est animé par des émotions constamment, soit on est récepteur des émotions des autres. Mm. Euh, et du coup, pour moi, en fait, étant un être émotionnel, hein, c'est que je suis constamment animé par des émotions. Ça m'a permis de mieux les appréhender et de mieux les accepter. Disons qu'en étant conscient déjà qu'elles fluctuent et qu'elles sont constamment en moi, ça me donne la possibilité d'observer ce phénomène. Mm. Et en observant ce phénomène, je me laisse moins embarquer dans l'émotion en elle-même. C'est-à-dire que j'arrive à être moins impulsif. Alors qu'avant, j'avais tendance à être très impulsif et à être très spontané. Et en fait, lorsqu'on est un être émotionnel, euh,
on devrait vraiment prêter attention à ses émotions et ne pas être spontané ou ne pas être impulsif par rapport à ses émotions, ce qui n'est pas facile, hein. C'est un travail de conscience qui prend du temps, mais ce que j'ai pu observer moi, c'est que dans le temps, en fait, en observant ce phénomène depuis que j'ai été introduit à cet outil, je vois vraiment la différence dans la façon dont j'appréhende mes émotions. Je me laisse vraiment moins embarquer. J'arrive à les laisser passer et à prendre du temps et à avoir un petit peu plus de clarté par rapport à certaines situations qui ont provoqué ces émotions. Alors, on reviendra dessus parce que c'est vrai que dit comme ça, on peut se dire la spontanéité, c'est bien, c'est frais, alors qu'en fait, l'impulsivité l'est peut-être moins. Or, tu utilises un peu le même terme pour les deux. Oui. Et des gens peuvent se dire c'est bien d'être spontané dans la vie parce que sinon, on tombe dans une espèce d'hyper-contrôle de soi. Alors que c'est plutôt ce que tu cherches à dire. Enfin, ce que j'entends, c'est qu'une vague, justement, émotionnelle, on n'est pas fort, on peut la vivre, la surfer comme tu as dit, en tout cas la voir venir, mais sans forcément être dans une réactivité qui peut être ensuite potentiellement mauvaise pour soi ou pour l'autre. En effet, oui, ça peut être très conflictuel en fait. Ça peut devenir très conflictuel, surtout si on est dans un échange avec l'autre sur un sujet qui peut justement être brassant, Mm. hein. L'émotion peut venir et peut nous embarquer et nous amener à utiliser des termes ou à utiliser des phrasés qui peuvent être blessants pour l'autre. Et en fait, on se rend compte euh, que lorsque l'émotion vient et qu'on a la possibilité justement d'en être conscient Mm. et qu'on la laisse passer, elle va changer, elle va passer à autre chose, à une autre émotion, dans laquelle on va peut-être voir justement la vue de l'autre et ce que l'autre voulait dire, alors que dans l'échange initial, dans l'émotion, on va être figé, on va être potentiellement bloqué sur notre point de vue et pas voir forcément celui de l'autre. Oui. Ça, c'est intéressant. Alors peut-être, avant de passer en revue quand même les 4 types principaux, et puis on parlera de ce 5e un peu particulier, je voulais revenir sur ton livre qui est attendu en fait aujourd'hui par le public parce que tu l'as voulu simple et accessible. Tu as dit qu'il y avait 2 livres de référence effectivement sur le marché. Il y en a aussi beaucoup en langue anglo-saxonne. Moi, j'en ai reçu moi-même beaucoup chez moi qui ont été édités ces dernières années. Mais toi, tu as une particularité, c'est que tu l'as voulu vraiment simple et accessible au grand public. C'est vrai que les livres qu'on voit sont souvent peut-être des livres très approfondis, mais peut-être plus pour des gens qui voudraient soit se former, soit faire un cheminement qui va durer des années. C'est tout à fait intéressant. Mais il manquait un ouvrage un peu de référence, peut-être plus simple, plus accessible dans le quotidien. Oui, alors ça c'est vraiment ma démarche, hein, c'était parce que c'est un outil qui est très 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 complexe avec énormément d'informations. Et de Euh, détails. Hein. Ouais, Et de ça. détails, Ouais. ouais, ça peut être très, très, très précis. Et comme tu le mentionnes, les 2 ouvrages qui ont été publiés initialement sont très techniques et bien sûr très précis et vont très loin dans l'explication. Mais moi, j'avais la sensation, en fait, parce que j'ai bien sûr exploré ces 2 ouvrages, euh, qu'il y avait une satisfaction mentale, oui, bien sûr, mais qu'en fait, il y avait une forme de vouloir toujours aller plus loin dans l'information. Et dans cette dynamique-là, on peut potentiellement se perdre euh, à l'essentiel finalement, qui est d'expérimenter cet outil. Pour moi, c'était essentiel de donner les éléments principaux, donc les éléments avec lesquels la personne pouvait vraiment cheminer, sans aller forcément dans la compréhension de tout ce que cet outil pouvait apporter. Euh, Et c'était là la difficulté, en fait, de simplifier l'outil et de le rendre accessible de façon à pouvoir expérimenter véritablement certains aspects de ce qu'il peut apporter et dont on peut bénéficier très rapidement, en fait. Plutôt que d'essayer d'absolument comprendre absolument tout sur ce qu'il peut apporter comme information sur notre unicité. Euh, voilà. Intéressant. En tout cas, je le dis aussi par transparence vis-à-vis de mes auditeurs, c'est que je suis l'heureuse éditrice de ce livre aux éditions Erol, puisque moi-même j'ai été
En tout cas, j'ai connu cet outil il y a bien des années maintenant déjà grâce à toi et j'ai eu l'occasion en fait de l'expérimenter à travers toi, à travers ta pratique. Et voilà, j'ai été bluffée en fait, en tout cas personnellement, par des choses qui étaient très subtiles me concernant, que j'ai découvert, qui n'étaient pas encore complètement montées encore à ma conscience et que cet outil m'a permis de me révéler. En fait, c'était bon en fait aussi d'avoir ce retour d'expérience en fait à travers des consultations que j'ai pu avoir, qu'on a pu avoir ensemble. Donc je le dis parce que voilà, je suis aussi un peu voilà, jugée partie, hein, ce que je dis parfois rarement dans les interviews, mais là ça a été le cas. Et donc c'est vraiment un outil que j'ai trouvé vraiment intéressant. Avant peut-être de décrire les types, simplement nous décrire comment ça fonctionne. Donc il y a ces types, mais il y a aussi des centres, nous faire un peu un panorama un peu global, parce qu'on a parlé de ce chart, de cette carte. Qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, on pourrait dire, ils discutent, mais on ne sait pas de quoi ils parlent, là, les deux, pour des néophytes. Oui, c'est pas évident. On a parlé d'obtenir sa carte. Donc, si vous l'avez fait, vous allez pouvoir avoir visuellement cette carte et ce schéma. Alors, forcément, vous n'allez pas pouvoir la décrypter, mais ce que je peux mettre en avant, en tous les cas, c'est que ce que cette carte ou ce que ce schéma met en avant, ce sont nos dynamiques énergétiques intrinsèques, c'est-à-dire ce qui nous anime véritablement, les choses sur lesquelles on peut se relier, parce que ça fait partie de qui nous sommes, c'est notre empreinte. Ce sont nos dons, nos qualités particulières, et des choses sur lesquelles on est un petit peu plus flou, un petit peu plus vulnérable, et qui peuvent potentiellement nous embarquer dans des dynamiques qui ne nous correspondent pas. C'est toute une histoire de positionnement, en fait. Et en fait, en validant ce qui nous anime intrinsèquement, on arrive à mieux se positionner et à moins se laisser embarquer dans des dynamiques sur lesquelles on est un petit peu plus vulnérable, un petit peu plus flou, ce qu'on appelle peut-être nos faiblesses, hein, tout simplement. Donc pour décrire peut-être justement, donc admettons qu'on ait cette cartographie, on va évidemment publier un exemple sur les réseaux sociaux de Métamorphose. On se retrouve face à une personne et on voit là différents triangles Oui. avec des couleurs et des liens entre eux. Alors, qu'est-ce que ça représente? Alors, c'est ce que je viens d'émettre, en fait, c'est que tout ce qui est coloré, en fait, sur votre carte, fait partie de votre empreinte. Hein, c'est ce qu'on appelle la force vitale qui vous anime. Et cette force vitale, elle est constante. Et elle s'exprime de façon constante. Elle est peut-être même parfois un petit peu fixe, un petit peu rigide dans sa façon de s'exprimer. Hein. On est peut-être un petit peu moins malléable, moins souple par rapport à cette dynamique. Alors que les aspects qui sont représentés en blanc sur cette carte n'expriment pas de dynamique constante, énergétique. Hein. Ça va être plutôt vont agir un petit peu comme des récepteurs et des amplificateurs des énergies avec lesquelles nous nous retrouvons confrontés. Donc, si on est en échange avec quelqu'un d'autre, on va être potentiellement impacté par des énergies que nous n'avons pas. Et c'est ça qui peut potentiellement nous embarquer. C'est-à-dire, je peux confondre mon émotion, par exemple, avec celle de l'autre. Je crois qu'elle m'appartient, alors qu'en fait, c'est celle de l'autre que je suis en train d'absorber dans un certain type de profil. Très bon exemple. Oui. Si sur votre carte, par exemple, ce qu'on appelle le centre du plexus solaire, qui est la référence en termes d'émotion, si votre centre est coloré, vous êtes constamment animé par des émotions, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, ce qu'on appelle les vagues émotionnelles, qui fluctuent, hein, qui passent du haut vers le bas. Donc on peut passer par des états extatiques à des états plutôt dépressifs. Là, je parle d'extrêmes, bien sûr, mais ça n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes-là, mais ça fluctue énormément. Et ça, c'est ce qui nous anime tout le temps au quotidien. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas ce centre-là d'activé, donc qui sera représenté en blanc sur votre carte, va être ce qu'on appelle récepteur ou amplificateur de l'émotion présente dans son environnement. Et du coup, ça peut être très impactant pour ces personnes-là si elles s'identifient justement à une émotion qui ne leur appartient pas. Donc là, c'est bien plutôt de le savoir, d'être en conscience. Oui, oui, parce que si on s'identifie à une émotion qui ne nous appartient pas, forcément, on va se retrouver à cogiter ou à s'identifier ou à se poser des questions sur quelque chose qui finalement ne nous appartient pas.
Et ça, on va voir tout à l'heure, effectivement, les stratégies qu'on peut mettre en place dans ces cas-là. Alors, peut-être pour en venir au type, il y a 4 types dominants, plus un profil mixte, donc les générateurs, les manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Oui. Alors, on va les passer en revue et peut-être que tu peux nous dire, dans la population mondiale, combien de personnes sont à peu près concernées par type de profil? Parce qu'il y en Oui. a qui sont, on va revenir dessus, mais qui sont plus dominants que d'autres et d'autres qui sont plus rares, on va dire. Oui. Alors, c'est assez logique en fait, quand on comprend un petit peu mieux le design humain, on comprend que les êtres énergétiques sont dominants, parce que finalement, ce sont les bâtisseurs, j'ai envie de dire. Mm. Alors là, on parle généralement, hein, c'est bien sûr, d'un point de vue général. Plus spécifiquement, c'est un peu plus, précis que ça. Mais de façon générale, les générateurs et les générateurs manifesteurs, hein, ils font partie, du même groupe parce qu'ils partagent ce que l'on appelle la même stratégie. Et la stratégie, c'est la façon d'interagir avec les autres finalement et avec son environnement. Donc ils partagent la même stratégie. Représentent à peu près 70% de la population. Donc on peut dire qu'il y a à peu près 35% de générateurs et 35% de générateurs manifesteurs. Mais on les met souvent ensemble en fait. Enfin moi je les considère, plutôt faisant partie du même groupe, parce qu'ils justement ils partagent la même stratégie. Et c'est ce qui différencie les types en fait. C'est la stratégie, c'est-à-dire la façon la plus juste d'interagir avec les autres et avec son environnement. Donc pour les générateurs, leur stratégie, c'est ce qu'on appelle répondre. Alors sans aller dans le détail, répondre, ça veut juste dire que la meilleure façon d'interagir pour eux avec les autres et avec leur environnement, c'est de répondre aux stimulations extérieures. Donc ils vont être stimulés par différentes choses. Ça peut être quelqu'un qui les sollicite, ou ça peut être tout simplement quelque chose qu'ils voient qui a à faire pour eux-mêmes dans leur environnement. Mm. Ça provoque une stimulation interne et à ça, ils peuvent répondre. Donc si l'énergie est présente pour être dans ce qui leur est dans ce qui leur est demandé ou de ce qu'ils voient ce qu'il y a à faire pour eux-mêmes, eh ben, ils peuvent y aller. Si par contre, ils n'ont pas cet élan spontané par rapport à ça, bah, c'est plutôt de ne pas y aller. Mm. Voilà. Donc ça, Mais ils sont plutôt enclins à y aller sans trop parfois se poser de questions. Parce qu'ils ont, c'est le type pardon, qui a le plus d'énergie. absolument. Donc quand on Hein, parle c'est de comme type tu dis, énergétique, les bâtisseurs, vraiment, on pourrait dire en anglais les do-makers, quoi. C'est c'est ceux ça, c'est ceux qui exactement. font, quoi. C'est des machines à faire. Oui, parce qu'ils ont en commun en fait un centre qui s'appelle le centre sacral, qui leur fournit justement cette énergie. Hein, c'est un petit peu une centrale électrique, si on peut dire. Ils ont cette disponibilité énergétique qui leur permet d'être dans l'action, même dans la durée, et avec intensité. Toi, tu es générateur? Je suis générateur. Et du coup, j'ai bien expérimenté ce type jusqu'à... La difficulté, en fait, c'est justement d'avoir cette énergie à disponibilité et de la disperser. Oui. De ne pas véritablement s'écouter dans certaines situations où on pourrait potentiellement dire non, mais finalement, l'énergie, quelque part, nous embarque et nous porte à... Alors, pas seulement, mais et nous porte justement à nous mettre dans des dynamiques qui parfois ne nous correspondent pas. C'est toute la difficulté finalement de ce type, c'est d'arriver à se positionner et de ne pas disperser cette énergie à tout vent. Ouais, comme si on l'avait dit, je crois, dans l'épisode précédent, comme s'il y avait une espèce de jauge le matin d'énergie Ouais, à dépenser, parce que ce type a besoin de dépenser en fait son énergie, ça fait absolument. partie de sa façon d'être. Mais il peut aussi la disperser un peu n'importe comment. Donc, c'est de bien comprendre comment est-ce qu'il doit dépenser cette... Ouais. Et c'est là j'ai envie de dire, tout l'enjeu de cet outil, c'est de repositionner la façon dont nous prenons des décisions. Et la façon dont nous prenons des décisions, c'est la façon dont on s'engage énergétiquement avec les autres. Et du coup, cet outil met vraiment ça en avant, une façon différente de s'engager, une façon qui soit beaucoup plus juste, et pas seulement une décision mentale. Oui. C'est ce qui fait vraiment la différence de cet outil avec d'autres outils, c'est que on considère en design humain que le mental n'est pas là pour prendre des décisions, n'est pas là pour engager qui nous sommes véritablement. Le mental va être là pour, C'est comme prendre de un l'information. GPS ou un copilote, quoi. Ouais, exactement. Une boussole. Exactement. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est de ne pas se perdre dans des histoires mentales
qui vont parfois nous engager sur des dynamiques qui en fait ne sont pas justes. Et du coup, de revenir à ce qu'on appelle nous la stratégie et l'autorité intérieure, c'est-à-dire les deux façons, enfin les deux clés qui vont nous permettre de nous engager correctement et non pas avec le mental, euh, va permettre d'être vraiment dans des dynamiques qui nous correspondent. Alors, le manifesteur, puisqu'on a parlé du générateur, puis après, on fera un peu le mix des deux. Toi, tu es générateur, hein, tu n'es pas Oui. générateur-manifesteur. Moi, je suis générateur-manifesteur. Donc, on viendra sur ce type après. Le manifesteur, sans être générateur, il est plutôt comment, lui? Alors, le manifesteur, c'est intéressant. Alors, c'est à peu près 10% de la population. Hein. Ah oui. Et le manifesteur, c'est très intéressant parce que c'est le seul type, en fait, qui peut agir de façon complètement indépendante. Il n'a pas besoin d'être stimulé par quoi que ce soit. Hein. Il n'a pas besoin d'attendre d'être stimulé. Il n'a pas besoin d'attendre, comme le projecteur par exemple, d'être invité. Ou il n'a pas besoin d'attendre une forme de temporalité comme le réflecteur par exemple, qui lui va être dépendant de ce qu'on appelle le cycle lunaire pour prendre des décisions. Le manifesteur peut s'engager, c'est le seul type qui peut vraiment s'engager indépendamment, en toute liberté, sans avoir à répondre à quoi que ce soit, en fait. Donc ça, c'est vraiment... Et on les reconnaît très facilement, en fait. Ce sont des gens qui ont vraiment une force de pouvoir agir indépendamment et en toute liberté qui est assez notable. Enfin, moi, je le remarque assez facilement maintenant. Oui, moi aussi, je le vois dans mon entourage. On a le sentiment qu'ils ont, tu parlais d'autorité intérieure tout à l'heure, mais qu'ils ont vraiment cette capacité à être leur propre souverain, quoi, en fait. C'est ça, oui, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de répondre à quoi que ce soit. Voilà, en fait, c'est leur motto, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir créer ce qu'ils désirent profondément. Et ça, sans l'avis ou l'intervention de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Alors, le générateur manifesteur, du coup, comment ça interagit quand on est, par exemple, moi je suis ce profil-là, générateur manifesteur, ça veut dire qu'à la fois je réponds à l'autorité extérieure et en même temps j'ai une forme de souveraineté, ou est-ce que finalement ça forme encore un type encore très différent? Alors, voilà, c'est toute l'ambiguïté du générateur manifesteur, c'est exactement ça. C'est que le générateur manifesteur va avoir tendance à vouloir initier. Alors que ce n'est pas du tout sa stratégie. Sa stratégie, c'est comme je le disais au début, elle est comme celle du générateur, en fait. C'est de répondre aux stimulations extérieures. Oui, ça peut être un besoin du marché, par exemple, si on est en entreprise et qu'on est chef d'entreprise, ça peut être de dire, tiens, je sens que les gens ont besoin de ça, donc je réponds à cette demande, etc. Exactement. Oui. Exactement. Toute la difficulté étant dans l'échange avec l'autre. C'est-à-dire que le générateur manifesteur va avoir tendance à quand même initier, comme le manifesteur, alors que ce n'est pas véritablement son rôle. Hein. Et toute la subtilité, elle est là. Elle est là dans reconnaître quand la stimulation provoque quelque chose en eux, mais du coup, c'est pas forcément leur rôle d'initier l'échange. C'est plutôt d'être dans l'échange avec l'autre, en tous les cas, c'est d'avoir une porte qui s'ouvre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y ait possibilité d'émettre ce qu'il voit qu'il y a à changer ou qu'il y a à partager. Et c'est assez subtil, en fait. Oui, c'est pas évident, là, quand tu le dis. Hein, non, c'est pas évident parce que le générateur manifesteur, ayant cette capacité justement à pouvoir répondre très rapidement et à être dans l'action très rapidement, va avoir tendance à parfois même brûler certaines étapes dans l'exécution des tâches, parce que ce sont des êtres qui ont une capacité énergétique énorme et dans l'action, une capacité à faire qui est beaucoup plus rapide que le générateur, beaucoup plus rapide. Mais dans ça, vont parfois aller au-delà, finalement, de ce qu'ils sont intrinsèquement. Et ce qu'ils sont intrinsèquement, c'est comme le générateur, c'est plutôt de répondre à des stimulations extérieures. Alors, ça, c'est très subtil, hein, et c'est vraiment toute la difficulté du générateur et du générateur manifesteur, c'est de voir ce à quoi elles répondent. Oui.
Alors, c'est pas évident parce que ce que tu dis dans ce profil, mais c'est pas parce que c'est mon profil, mais je le dis pour tous celles et ceux qui vont se retrouver, parce que tu as dit que c'était un pourcentage quand même très élevé de la Oui, population. C'est que son générateur est quand même plus présent que oui, le manifesteur, et donc il doit être à l'écoute avant tout de son type générateur, oui, même s'il doit tenir compte quand même de son manifesteur qui oui. lui donne une certaine souveraineté malgré tout. Dans l'action, absolument. Dans l'action, ce sont des gens qui sont très proactifs, qui ont une capacité énergétique énorme, dans l'action aussi. Euh, la différence notable avec le générateur, mais j'aime la mettre en avant, euh, c'est que justement, une fois qu'ils ont répondu à quelque chose, ils ont la capacité de la mettre en action beaucoup plus rapidement que le générateur. Donc ça, c'est la première différence. Hmm. La deuxième différence, c'est la façon dont elle s'exprime. Pour le générateur, la façon dont ils vont répondre à des sollicitations, et en particulier dans l'échange avec l'autre, c'est très particulier, hein, mais c'est le centre sacral qui se manifeste par des sons, en fait. Ça peut être des sons très gutturaux ou très primitifs, j'ai envie de Oui, tu dire. C'est le un dis peu... bien dans ton livre, le 1-1, quoi. Ouais, c'est Mm, un peu, si tu me poses une question, par exemple, et que mm, moi, en tant que générateur, je suis en accord avec ce que tu me dis, mm. bah, c'est ce que tu fais là. Ah bah, c'est ce que je fais tout le temps dans mes émissions, hein, 1-1. D'ailleurs, parfois, les gens me disent, vous en faites un peu trop ou alors pas assez. Mais c'est exactement ça. C'est cette réponse spontanée, en fait. Et pour le générateur manifesteur, lorsque ça implique une action particulière, ça va être plutôt dans le mouvement. Donc ça va être très physique. C'est quelque chose de ressenti physiquement. Il y a vraiment un mouvement du corps qui se manifeste positivement vers quelque chose, ou à l'inverse, il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est plutôt passif, c'est plutôt en recul. Euh, donc pour le générateur manifesteur, ça peut s'exprimer plutôt par voilà, un mouvement de la tête parfois, ou juste même une manifestation purement physique. C'est-à-dire que dans le mouvement, si par exemple je te demande est-ce que tu veux aller faire une randonnée, là, toi, si tu avais l'énergie pour, tu serais déjà debout à mettre tes chaussures, et moi je serais encore à me demander si j'y vais ou pas. Ouais. Tu vois, c'est vraiment cette capacité à répondre énergétiquement de façon très rapide. Ça différencie vraiment le générateur manifesteur du générateur. On avait dans l'autre émission parlé du type de profil et du type de métier. Aujourd'hui, peut-être, ça peut être intéressant de regarder les dynamiques de couple, par exemple, ou en famille, ou avec d'autres personnes. Comment ces personnes-là, qu'on soit générateur-manifesteur ou générateur-manifesteur, puis après on va passer aux deux autres, peuvent interagir plus facilement ou moins facilement entre eux. Est-ce que ce sont des personnes qui ont tendance à s'attirer? Par exemple, des générateurs vont bien avec un autre générateur dans le couple. Comment ces gens-là peuvent interagir? Alors, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que euh, déjà dans les couples en général, ce que je remarque moi, c'est qu'en fait, on va plutôt être attiré par des personnes qui ont des centres d'activés que nous n'avons pas. Hein. Nous sommes génétiquement attirés par ce qui est différent de nous. Hein. Non, Comme pour combler, quoi. exactement. C'est comme ces dynamiques-là sont un petit peu plus floues, on ne sait pas trop de quoi il en ressort. On va être potentiellement attiré par des gens qui ont ces dynamiques en elles, hein, et qui vont nous apporter potentiellement des réponses. Le danger étant d'être complètement embarqué par ces dynamiques-là. Euh, donc pour en revenir à ta question, des générateurs dans un couple, si les deux sont générateurs, une façon d'interagir qui est très positive, c'est que dans la demande à l'autre, donc par exemple, je peux te demander, toi, tout simplement, dans les choses du quotidien, qu'est-ce que tu veux manger ce midi? Et en te demandant ça, en fait, je ne sollicite pas intrinsèquement ton centre sacral, hein. Je vais solliciter ton mental. Et ça va être très difficile pour toi de répondre à ça, en fait. Plutôt que de te demander quelque chose de précis, c'est-à-dire, est-ce que tu veux manger une salade, par exemple, ce midi? Et ça encore, c'est même pas tout à fait précis. Parce que les salades peuvent être composées de différents éléments. Donc ça même, ça peut être très perturbant. Donc plus on est précis dans sa demande, plus on va avoir la possibilité de donner l'opportunité à l'autre de répondre par oui ou non. Et dans cette réponse
simple de oui ou non, on sollicite notre centre sacral. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'interagir avec quelqu'un qui est générateur si on leur pose une question qui soit vraiment très précise et ce qu'on appelle finalement fermée. C'est-à-dire dans le sens où ils vont pouvoir répondre juste par oui ou non. Et donc de solliciter leur centre sacral spontanément. Ça peut même être un exercice intéressant quand on est deux générateurs dans un couple, de se poser des questions spontanément, très précises, et de voir ce qu'il en ressort spontanément également. Toi, tu l'as fait, tu l'as Ouais. expérimenté avec ton Je épouse. l'ai fait avec un ami. Alors, ouais. pas avec mon épouse, mais avec un ami au départ, parce que j'ai exploré cet outil seul au départ, pas avec mon épouse, même si c'est venu plus tard. Et du coup, c'est surtout avec mon ami au départ, on s'est vraiment lancé dans cet exercice, et c'était assez étonnant ce qui ressortait parfois, spontanément. Voilà. Ouais, intéressant. Tu nous reparleras peut-être justement des dynamiques de couple tout à l'heure. Alors, passons à un autre type. Lequel tu as envie d'explorer? Projecteur, réflecteur? Alors, allons-y par Par l'ordre de... ouais, oui. par le projecteur. Projecteur, c'est à peu près 20% de la population. Et ce sont des êtres dont la stratégie, on a parlé de la stratégie plus tôt, et eux, leur stratégie, c'est d'attendre d'être invités. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont déjà non énergétiques, ce qu'on appelle non énergétiques, parce qu'ils n'ont pas le centre sacral d'activer, donc ils n'ont pas d'énergie à profusion. Alors, ça fait plusieurs fois que tu parles du centre sacral, Oui. sachant qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Oui. Parce qu'on n'a pas défini les centres. Alors, j'allais y venir après, mais c'est un peu le fait la poule, parce que forcément, comme c'est une cartographie, Oui. voilà, peut-être le définir en quelques mots. Oui, alors nous sommes des êtres à ce qu'on appelle 9 centres, et les centres sont issus du système hindou-brahmanique des chakras. Seulement, nous sommes passés d'êtres à 7 centres à des êtres à 9 centres. Et ces centres, donc pour ceux qui connaissent les chakras, ont une thématique et une dynamique énergétique très particulière qui appartient à chaque centre. Et donc, en parlant du centre sacral, sa dynamique particulière, c'est d'être un centre très énergétique, donc qui donne de l'énergie pour être dans l'action, pour faire. C'est une énergie créative aussi, qui est présente. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu comme une centrale électrique. D'accord, ouais, on voit bien. Ok. Donc ça, c'est centre sacral. Exactement. Alors, pour revenir sur notre projecteur... Et donc, le projecteur n'a pas ce centre sacral. Ouais, il l'a pas, lui. Alors, il peut avoir ce qu'on appelle d'autres centres moteurs, mais parce que le sacral, c'est un centre moteur, le centre moteur principal, c'est-à-dire qui donne vraiment cette capacité énergétique à être dans l'action. Il existe d'autres centres moteurs, donc le centre du cœur, le centre du plexus solaire et le centre de la racine, mais qui n'ont pas la même dynamique énergétique que le centre sacral. D'accord, oui. Ça, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. Donc, pour le projecteur, de ne pas avoir ce centre sacral veut dire qu'ils n'ont pas cette capacité énergétique constante qu'ont les générateurs ou les générateurs manifesteurs. Ils ont vraiment à faire attention encore plus à ce à quoi ils s'engagent, parce que s'ils vont au-delà de ce qu'ils peuvent véritablement fournir, ils peuvent vraiment ressentir les effets néfastes de grande fatigue, voire même de burn-out. Donc, ce sont des gens, en fait, qui ne sont pas là pour être dans l'action de façon constante. Ce sont des êtres plutôt qui sont destinés à être dans le conseil, dans l'apport de guidance. Ce sont des gens qui, généralement, développent une expertise particulière, et c'est ce qui est reconnu. Leur expertise est reconnue et sollicitée. Un exemple, je sais pas, moi, je suis en tant que générateur, je suis en train de bricoler dans ma maison, et puis en bricolant, je me rends compte que j'arrive à certaines limites parce que je ne connais pas la façon particulière ou technique de faire une certaine chose. Donc, je vais reconnaître potentiellement un projecteur qui, lui, a cette forme d'expertise, va venir me conseiller et donc me guider dans la continuité, enfin dans comment je peux continuer à avancer et à terminer ce que j'avais commencé. Mais c'est juste ça. Voilà. Eux, c'est leur particularité, c'est de pouvoir apporter un conseil pratique dans lequel l'autre peut continuer et finir la tâche.
Oui, de toute façon, ils portent bien leur nom, leur centre. Un projecteur C'est projette. mettre la lumière. Donc, c'est mettre la lumière et donc c'est mettre en relief. Donc, Exactement. c'est pour ça que dans l'épisode précédent, on avait aussi beaucoup parlé des métiers parce que quand on pense à ça, on voit tout de suite des métiers qui apparaissent derrière, évidemment. On Ouais. va retrouver des gens, j'imagine, peut-être aussi dans le soin. Oui, Tu as dit des gens qui guident. oui. Ça peut être aussi dans des institutions, des organisations internationales, consultants. des consultants, etc., des coachs, peut-être. à fait. Voilà. Mais ce sont pas des gens qui sont destinés à faire. Voilà, ils sont destinés à Ils ont moins l'énergie, hein, tu l'as dit. Exactement, exactement. Eux, leur but, c'est vraiment de montrer à l'autre, comment est-ce qu'ils peuvent avancer. Mais pour ça, il faut les solliciter. Pour ça, ils ont besoin d'être Parce sollicités. que dans l'exemple que tu as donné du bricolage, tu es allé solliciter de l'aide. Exactement, exactement. Donc ils ont besoin déjà d'être reconnus dans leur expertise et donc d'être sollicités, donc d'être invités à partager leur forme d'expertise. Dans le couple, ça peut donner quoi, par exemple, en dynamique? Alors, dans un couple, par exemple, où il y a un générateur et un projecteur, Toi, tu ne vis pas avec un projecteur. non. Je vis avec une femme qui est générateur-manifesteur comme toi. Mais dans un couple où il y aurait un générateur et un projecteur, toute la difficulté serait pour le projecteur justement de ne pas se laisser embarquer dans l'action constante que peut amener le générateur. Ça, je l'ai rencontré souvent dans justement des couples où cette configuration existait. C'est Tu que reçois des couples, tiens, toi d'ailleurs, parfois? Ou Alors, tu reçois l'un puis l'autre, mais pas forcément ensemble? Alors, pas forcément ensemble, mais ça arrive également, hein, ça arrive également. Mais on peut, bien sûr, dans le design humain, l'intérêt aussi est non pas seulement pour soi, personnellement, mais c'est aussi, l'intérêt peut être dans le relationnel, c'est-à-dire dans le relationnel de couple, mais aussi familial, de travail, de sport, enfin, on peut l'appliquer à différents domaines. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller à une formation ou peut-être un stage en couple, si on a envie de comprendre nos dynamiques. Absolument, Oui. absolument. Oui, oui, tout à fait. Ça peut vraiment, nous aider à mieux enfin, pour moi, en tous les cas, c'est ce que ça a fait, hein. C'est que ça a permis justement d'avoir une meilleure communication, de par une meilleure compréhension de nos fonctionnements particuliers. Donc dans une relation où il y a un projecteur et un générateur, toute la difficulté du projecteur va être justement de pas se laisser embarquer constamment dans des dynamiques énergivores, en fait, hein. Ce qui peut être le cas lorsque l'on vit avec un générateur. C'est d'être tout le temps dans le faire, et la difficulté, va se faire ressentir très vite, parce que justement, lorsqu'on n'est plus en contact avec ce conjoint générateur, on va ressentir généralement en tant que projecteur une très grande fatigue. Si on a été au-delà de ce que l'on pouvait Alors, ça véritablement doit être encore fournir. pire s'il est générateur manifesteur, non? Alors pire, je sais pas, mais plus C'est pas- embarquant, Encore plus embarquant, c'est ça. plus embarquant, Ça oui. peut être aussi culpabilisant parce que le projecteur, moi j'ai un petit projecteur dans mon entourage, mais ça peut être aussi parfois culpabilisant de se dire, je comprends pas, en fait, ils sont tous en train de faire, ça bouge, et puis moi finalement, j'y arrive pas, quoi. Oui, ouais, absolument. Ça, c'est un des commentaires que j'entends régulièrement, c'est que on vit dans une société où justement le faire est mis en avant, hein, et si on ne fait pas, on peut être jugé comme Un loser, quoi. procrastinateur ou feignant, ou comme tu dis, un loser, alors qu'en fait, c'est très juste pour un projecteur d'être dans l'action, mais de façon sporadique, et surtout pas dans la durée, hein. Mais oui, ça peut être très difficile à vivre parce que, déjà, c'est un faible pourcentage de la population, hein, donc il n'est pas forcément reconnu dans ce rôle-là. 20%, c'est quand même pas mal, mais bon. Ouais, mais quand on comprend que c'est 70% de la population qui est énergétique, Oui, c'est ça. Ils se sentent un peu sur le côté. Alors, ils se marient bien avec. Ils se marient bien, pas forcément dans le cas d'un mariage, mais ils matchent bien, ils vont bien, on va dire, avec des personnalités, que ce soit d'ailleurs dans le travail, dans le couple, dans la famille, avec d'autres projecteurs, avec un autre projecteur. Ils se comprennent ou pas forcément? alors oui, je pense qu'il y a une meilleure compréhension de par le fait de partager la même dynamique non énergétique, hein. Mais en fait, ce qui fonctionne très bien aussi, c'est le générateur avec le projecteur. Une fois que l'on comprend véritablement les enjeux de chacun, ce sont des dynamiques qui fonctionnent très bien.
Parce que le projecteur peut justement guider le générateur dans une meilleure utilisation de son énergie, parce qu'il aura tendance à la disperser. Et le projecteur va être très sensible justement à cette dispersion et va pouvoir mieux guider le générateur dans «Oh là, attention, Tu vas te griller, là. tu vas te griller». On voit bien. Parce que justement, le projecteur, conscient de son aspect non énergétique, va être beaucoup plus sensible à l'utilisation de l'énergie par les autres types. Ouais. Vraiment intéressant de voir cette dynamique et cette stratégie, si tant est qu'ils en sont conscients. Est-ce que là, pour terminer peut-être sur le projecteur, est-ce que dans ces stratégies, qu'est-ce qui pourrait avoir intérêt à faire ou à verbaliser ou à conscientiser pour l'aider? Alors, à conscientiser surtout, je pense, parce que beaucoup de projecteurs ont tendance à initier l'échange. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une capacité à pouvoir justement focaliser sur l'individu avec lequel ils sont en relation et à pouvoir ressentir hem, la façon dont ils pourraient justement mieux être. Hem Et dans cette dynamique-là, à pouvoir partager des choses qui n'ont pas forcément été sollicitées. Et dans le partage de ce qu'ils voient qui pourrait être positif pour l'autre, surtout s'ils n'ont pas été sollicités ou initiés à ça, il peut y avoir une réponse un peu, sur la défensive, j'ai envie de dire, de l'autre, qui n'a rien demandé finalement. Donc tout l'enjeu pour le projecteur, c'est véritablement d'avoir la patience d'attendre d'être sollicité, qu'on leur demande véritablement leur avis, qu'on leur demande ce qu'ils ressentent, qu'ils pourraient apporter à quelque chose de positif, pour l'autre. D'accord. Des grands projecteurs connus, tiens, si on prend, on l'a pas fait pour les générateurs manifesteurs d'ailleurs. On pourra peut-être le dire, tiens, sur nos réseaux sociaux, parce que j'imagine que certains se sont évidemment amusés à faire des charts de personnalités célèbres. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis jamais penché finalement. Ouais. Non, non, mais bon. Après, ça peut être intéressant simplement pour se dire, Oui, peut-être en voir un, en fait, ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est peut-être aussi d'en voir plusieurs pour voir si on se retrouve dans cette famille. Et ensuite, on va voir comme nos différents centres, de toute façon, nous singularisent à nouveau, hein, dans absolument. nos cartes, hein, parce que ça, on est sur les grands types. Oui, Mais après, il y a vraiment du détail pour chaque profil. Alors, peut-être on termine sur les réflecteurs. oui, Là, très, très rare. oui. Tu as raison de le mentionner parce que c'est le type le plus rare, hein. Ça correspond à peu près à 1,5% de la population, ce qui est très peu. Et les réflecteurs ont la particularité d'être, des êtres qui n'ont absolument aucun centre d'activer énergétiquement. Donc réflecteurs dans le sens où justement ils ont une capacité à pouvoir refléter leur environnement et l'énergie des personnes avec qui ils sont en contact. Donc c'est des personnes qui ont une capacité à pouvoir vraiment, ressentir l'autre dans l'énergie qu'il est et donc à pouvoir vraiment, mettre le point ou l'accent, sur les choses qui pourraient être améliorées chez l'autre. Ce sont comme des miroirs, on pourrait dire. Absolument. Oui, oui, ce sont des miroirs en fait, hein. Ce sont des miroirs alors s'ils sont dans un environnement, dans lequel, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a peut-être même des conflits ou un environnement qui n'est pas, véritablement, très sain pour eux. Ce sont des gens qui vont être très sensibles à ça et qui peuvent même tomber malades, hein. Ils sont tellement sensibles à leur environnement et aux personnes qui les entourent, hem, qu'ils ont vraiment véritablement besoin de vivre justement dans un espace où ils sont compris, heu, où Presque un peu protégés, où ils sont j'entends. respectés, hein, dans leur besoin justement de se retirer parce que tellement exposés aux énergies des autres, qu'ils ont besoin très régulièrement de se retirer, hein. Ce sont des gens qui ont besoin de se coucher assez tôt d'ailleurs, pour se régénérer et pour surtout se décharger de ce qu'ils ont accumulé de leur environnement et des autres pendant la journée. Ce qui est un petit peu le cas des projecteurs aussi, hein. Oui. Les projecteurs ont un peu ce besoin-là aussi de véritablement avoir une zone ou un moment de décharge de ce qu'ils ont accumulé dans la journée aussi. Ouais, leur Heu, batterie sociale est peut-être,
limité peut-être plus vite, ouais. parce que ce sont des êtres non énergétiques. Ils n'ont pas l'énergie des générateurs et des générateurs manifesteurs, voire même des manifesteurs. Donc ils ont énormément besoin de se ressourcer et d'avoir des moments seuls, hein, des moments où ils peuvent être, ou se retrouver avec eux-mêmes sans être en contact avec les autres. Tu en as eu de temps en temps consultation? Parce que comme c'est plus rare, Alors, en une dizaine d'années, de contact direct avec cet outil et dans le partage avec les autres, je peux les compter sur les doigts d'une main. ouais. Ouais. Par Pour le contre, tu en as connu un, très, 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 très bien. Oui, absolument. Voilà, Oui, avec qui qui m'a initié d'ailleurs au design humain. ouais, avec qui tu t'es en Et partie du coup, ça a formé. été j'ai envie de dire très confrontant parce que j'avais l'impression d'être en face de moi-même finalement. Dans cette capacité à pouvoir, refléter qui j'étais et mettre l'accent et le doigt sur, des choses que j'avais explorées. Hem, Ça a été ça a été très, 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 utile et très pertinent dès le début pour Mmh moi. mh. Donc pour ces personnes-là, si vous êtes d'ailleurs, alors je voulais vous dire, vous qui nous écoutez, si vous avez fait, ou si vous connaissez votre type, ou si vous venez de le découvrir en nous écoutant et que vous êtes précipité, pour aller sur le site et voir votre chart, partagez-nous en fait, votre type, sur nos réseaux sociaux. Je rappelle Métamorphose Podcast sur Instagram, ça peut être sur notre chaîne YouTube. Ça pourrait être intéressant de voir si vous vous retrouvez dans les descriptions, de Cyril, sachant qu'encore une fois, ce sont des grands types et ensuite on va voir un peu plus dans le détail ce qui nous singularise dans chaque, typologie. Mais quand même, hein, ça peut être intéressant que vous nous partagiez ce que vous retrouvez. Est-ce qu'il y a des dynamiques, que ce soit en famille, au travail, avec votre conjoint, peut-être vos enfants? Voilà, si vous connaissez aussi peut-être le type des personnes qui vous entourent, si ces dynamiques-là, en tout cas, vous parlent, et puis si vous êtes dans des types plus rares, comme le réflecteur, bah, partagez-nous aussi peut-être votre ressenti, ou peut-être certains vont découvrir qu'ils sont réflecteurs et se dire, bah, voilà, il y a des choses qui s'éclairent, je comprends mieux pourquoi j'ai cette hypersensibilité, pourquoi j'ai besoin de me retirer parfois dans ma grotte, d'être peut-être plus isolée, pourquoi le monde me sollicite à ce point-là. Ça peut être intéressant. Oui, ça peut être très intéressant et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que je remarque régulièrement, alors pas tout le temps, hein, mais régulièrement, je remarque que certaines personnes, en fait, ne se retrouvent pas dans leur type et une des raisons pour lesquelles elles ne se retrouvent pas dans leur type, c'est qu'elles sont malheureusement embarquées potentiellement par leur conditionnement. C'est-à-dire que on va le voir peut-être un petit peu plus tard, mais ce que j'ai évoqué plus tôt, dans le sens des centres qui étaient activés de façon constante et les centres qui étaient plutôt récepteurs. Dans les centres récepteurs, on va être beaucoup plus vulnérable au conditionnement, de notre environnement et des personnes avec qui nous sommes en contact. Hem Et du coup, dans ces conditionnements dans lesquels on peut être happé finalement ou embarqué, on se retrouve dans des dynamiques qui ne nous correspondent pas, mais qui nous sont familières et du coup, on peut ne pas se retrouver dans le type qui est décrit au départ. Intéressant. Donc ça, c'est bien de le préciser. Est-ce que tu as envie qu'on s'embarque sur les centres énergétiques maintenant pour mieux comprendre, dans le détail? Ou plutôt, les autres fondamentaux qui constituent la carte individuelle? C'est-à-dire, on en a parlé, la stratégie, l'autorité intérieure, le thème du non-soi, les centres définis, non définis, ou est-ce qu'on passe sur les 9 centres énergétiques? Hem, alors j'ai envie de dire que je voudrais juste mettre en avant peut-être d'aborder les centres, hem, j'ai tout à l'heure évoqué le fait que, l'outil design humain mettait en avant une façon différente de nous engager, de prendre des décisions. Oui. Donc la première clé, c'est ce qu'on appelle la stratégie, hein. Donc pour le générateur, on l'a vu, c'est de répondre, à son environnement et aux stimulations que les autres peuvent apporter. Pour le projecteur, par exemple, c'était, d'attendre d'être invité. Il y a une deuxième clé que l'on appelle l'autorité intérieure et l'autorité intérieure, va nous permettre véritablement de nous engager ou pas. Donc l'autorité intérieure, peut être, comme on l'a évoqué tout à l'heure, émotionnelle. Alors l'autorité intérieure est liée aux centres qui sont définis ou pas. Donc si on a ce centre du plexus solaire qui est défini dans notre carte, hein, donc qui est coloré, ça va être notre autorité et donc ça va être ça va décrire pour nous la façon de s'engager et quand c'est une autorité émotionnelle, il y a véritablement
à faire attention, à prendre son temps. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de ne pas agir dans la spontanéité ou de surtout pas Pas répondre dans la précipitation, pas quoi. dans la précipitation lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes, en particulier. Hein. D'autres autorités existent, hein, bien sûr. Il y a l'autorité sacrale, par exemple. Donc pour les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est eux qui vont être concernés par cette autorité-là. Ça va être de répondre spontanément d'un point de vue énergétique. Est-ce que Mmh. j'ai l'énergie pour ou pas? Ça peut être aussi ce que l'on appelle l'autorité splénique, donc qui va être en relation avec le centre de la rate, hem, qui lui est très lié à l'intuition, à l'instinct. Donc ce sont des gens qui vont avoir une forme de vérité dans l'instant, mais qui peut être très changeante. Donc ce qui est vrai dans l'instant, là, maintenant, peut être, complètement différent 2 ou 3 heures après ou Mmh. ou dans l'après-midi, Oui, ce qui alors peut être ça très peut être perturbant. voilà, ça peut être troublant parce Ouais. qu'ils peuvent se dire: «Mais attends, je suis comme une véritable girouette». Oui, À la fois, c'est génial parce qu'ils peuvent faire volte-face oui, et donc ils s'engagent, puis finalement ça me convient plus, je fais demi-tour. oui, Mais en même temps, ça peut être aussi, oui, très perturbant, oui. hein. Ce sont des modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément validés, hein, surtout dans une société où on demande de se justifier, Et puis de s'engager en avance, absolument, de absolument, planifier. Or, ils savent pas comment ils pourront être dans 6 mois, dans tout 3 à fait, mois, ouais. tout à fait. Moi, je me reconnais là, quand tu dis ça. On ne donnera pas plus de détails, évidemment. Et toute la difficulté est parce qu'on peut forcément avoir le centre, du plexus solaire et le centre de la rate de défini, enfin ce qu'on appelle de défini, donc d'activer de façon constante énergétiquement. Et là, ça peut être encore plus compliqué parce que, d'une part, on a le centre des émotions dans lequel on dit que c'est mieux de prendre son temps, surtout pour les décisions importantes. Mais en fait, dans le fonctionnement du quotidien et pour des choses, du quotidien, ça va être surtout la rate qui va être un guide dans l'engagement finalement. Je le sens ou je le sens pas dans l'instant. C'est-à-dire que vous pouvez être invité, à manger au restaurant par des amis, puis vous arrivez devant la porte du restaurant, puis tout d'un coup, votre intuition vous dit que non, ça le fait absolument pas. Tout l'enjeu va être de est-ce que je le manifeste à mes amis et est-ce qu'ils vont me comprendre et m'accepter dans ce ressenti-là? Ou est-ce qu'ils vont me demander: «Mais pourquoi et comment?» Et du coup, je j'ai pas d'explication, rationnelle à donner. C'est juste instinctivement, je sens que pour moi, c'est pas juste. Voilà, après, quand on est en conscience de ça, on peut se dire: «Bah, je sens que c'est pas juste, mais je suis capable de faire le compromis parce que c'est pas trop engageant». Parce que là, l'exemple que tu Absolument, donnes, ça va, quoi. Je veux dire, absolument. peut-être aller au resto, même si j'ai pas forcément l'énergie, ça va. Mais tout en étant conscient qu'en Ouais. prenant cette décision-là, je vais pas forcément avoir une bonne soirée. C'est-à-dire que il y a certainement quelque chose qui va se passer dans la soirée, ou dans le déjeuner, hein, heu, voilà, soit, la nourriture va pas forcément être, de mon goût ou, les échanges vont pas forcément être, positifs. Il y aura certainement quelque chose qui fait que, hem, ça va pas forcément être très fluide ou très, satisfaisant. Parce que l'intuition du départ nous a indiqué que c'était pas forcément, judicieux pour nous de nous engager dans cette dynamique-là. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à une émission que j'ai faite avec le docteur en psychologie, Saverio Tomasella, qui est bien connu des ondes aussi de métamorphose. On a fait une merveilleuse émission sur l'intuition et le pouvoir de l'intuition. Comment est-ce qu'on peut, indépendamment là, peut-être du design humain ou de mieux se connaître à travers cet outil, être quand même à l'écoute de nos sentiments, de nos émotions, de notre corps, hein, et que Oui, souvent on est déconnecté, entre la tête et le reste de notre alors corps. Enfin, oui, parce qu'on identifie la tête, au fait, au mental, hein, mais absolument, oui. absolument et c'est là toute la difficulté, en fait, hein. C'est que, nous sommes dans une société où on sollicite énormément le mental, et du coup, alors que nous sommes des êtres incarnés et que, véritablement tout le potentiel, j'ai envie de dire, de l'être humain, se situe, pour moi en tous les cas, d'un point de vue physique, et pas forcément mental. L Alors sans dénigrer le mental bien sûr, parce qu'il a sa place, il a son rôle, mais c'est un rôle de plutôt d'autorité extérieure, c'est-à-dire de partage de nos réflexions, de nos expériences, mais pas forcément d'engagement, hein. Et pour en revenir à l'intuition, heu, moi qui n'ai pas le centre de la rate de défini, donc d'activer de façon constante énergétiquement, c'est quelque chose que j'ai pu rechercher, que j'ai pu m'en faire une quête en fait. Parce que je l'ai seulement de temps en temps. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de constant en moi
Et donc, ça rend la chose plus difficile. C'est-à-dire que ne pouvant pas me relier à mon intuition de façon constante, je peux pas non plus lui faire confiance constamment. Alors, c'est intéressant parce que, heu, en tant que thérapeute, c'est quelque chose que j'ai eu de temps en temps et qui était très clair et qui m'apportait des informations, très pertinentes, mais qui n'étaient pas tout le temps là. Oui. Et du coup, c'était très Tu peux, ouais, perturbant tu pour peux pas moi. trop compter sur. Tu sais pas si tu peux compter dessus ou pas, quoi, dans Exactement, ta pratique de stéo. exactement. Ouais. Alors que pour les gens ou les personnes qui ont ce centre-là d'activer de façon constante, ils peuvent vraiment faire confiance à 100 à leur intuition tout le temps. Heu, D'ailleurs, en consultation, tu vois arriver des designs plus complexes ou plus faciles que d'autres, où tu dirais que chacun a ses défis quand même, où tu dis, oui, chacun a oula, ses défis. chacun ses défis. Ok. Chacun a ses défis. Alors j'entends souvent, quand on regarde sa carte en fait, on peut être, vite surpris par le nombre de centres qui sont activés, donc le nombre de centres qui sont colorés Oui, et le nombre rempli, de quoi. oui, Ouais, exactement. ouais. Et en fait, souvent j'entends la remarque, alors moi personnellement, je n'ai que 2 centres d'activés, donc 2 centres de coloris dans mon design. Hem Et j'entends souvent les gens qui ont, des configurations, assez similaires me dire, «Ah mais en fait, il se passe pas grand chose en moi» ou «Il me manque plein de choses» et c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que, bien sûr, plus on va avoir d'activation constante, donc de centres d'activés dans notre design, j'ai envie de dire, alors oui, on va être moins influencé par l'extérieur, hein, parce que ce sont des dynamiques sur lesquelles, on va pouvoir se relier et on sait qu'on peut leur faire confiance parce qu'elles sont tout le temps, activées en nous. Mais en même temps, on peut avoir une forme de rigidité, ça peut être des dynamiques assez fixes, pas forcément très souples, pas très adaptables. Alors que dans les dynamiques des centres non activés de façon constante, donc qui sont représentés en blanc, hem il peut y avoir une trop grande souplesse, j'ai envie de dire, une trop grande, adaptabilité, Hmm, et du coup d'être beaucoup plus vulnérable au conditionnement. Donc ce sont des dynamiques différentes. Donc d'accord. je peux pas véritablement dire que, hem, Certains l'ont plus facile que d'autres, quoi. oui, on a tous notre challenge. Oui. On a tous notre C'est challenge. assez rassurant, mais bon, quand on voit la diversité de l'humanité, de toute façon, ça paraît évident, mais voilà, c'est intéressant aussi de rassurer peut-être les gens Oui, qui pourraient voir leur charte et se dire, oula. Autre chose aussi, parfois, quand on regarde le chart, on peut dire, tiens, j'ai tout le bas coloré et tout le haut vide, ou inversement. mmh Est-ce que toi, tout de suite, ça dit quelque chose quand on voit ça? oui, absolument. Oui, Lorsque l'on n'a pas forcément alors, quand on regarde le haut, principalement les 2 triangles du haut. de la tête, hein, donc. Exactement. C'est ce qui correspond, pour le design humain au mental. C'est-à-dire que les 2 centres du haut, la tête et l'ajna, correspondent au mental. Ce sont des personnes qui vont avoir justement une grande ouverture, hein. Ce sont des gens qui vont être, peut-être même dispersés dans ce qui peut les intéresser. Alors que les gens qui auront, le mental d'activer, par exemple, donc ces 2 centres-là d'activer, ce qui est une configuration plus rare. Oui, là, c'est rempli, hein. Oui, Exactement, là c'est coloré, c'est rempli. Alors je préfère dire coloré que rempli. d'accord, coloré. Ouais, merci. Parce que sinon on peut avoir tendance à voir les autres comme étant vides, et c'est pas le cas, hein. Ouais, tout à fait, merci pour la C'est une précision. dynamique qui est différente. Mais les gens qui ont enfin les personnes qui ont le mental donc de défini, d'activé, donc coloré, donc ces 2 centres-là de coloré, vont avoir tendance à avoir une façon de penser qui peut être très très particulière et très, personnelle. Mais qui peut être un peu fixe, un peu rigide. Oui, Hem, moins de capacité à pouvoir être, en empathie avec d'autres façons de penser, par exemple, hein. Ça peut être des gens plus directifs, hem, moins ouverts. alors si on se voit comme ça, si là, des personnes qui nous écoutent, ont fait leur chart et voient comme Oui. ça peut être intéressant de le savoir aussi pour se dire: «Bah, tiens, comment je peux apporter un peu plus de souplesse aussi dans ma vie?» Oui, alors même si c'est pas forcément l'intérêt, j'ai envie de dire, l'intérêt pour des personnes qui ont ces 2 centres-là d'activer, c'est déjà de reconnaître que, ils peuvent avoir tendance à tourner en boucle avec certaines pensées et ça peut être très difficile, de s'en sortir, voire même impossible. Ce sont des gens qui peuvent avoir de grandes difficultés à méditer parce que le mental est
très, très, très actifs, très présents, très, très, très présents, tellement présents qu'ils peuvent finalement s'identifier à ce mental et en oublier leur incarnation, en oublier le corps finalement. Ça, on le retrouve indépendamment dans les différents types, où il y a quand même des types qui sont quand même plus prédestinés à être comme ça, dans nos grands profils là qu'on a vus tout à l'heure. Oui, alors dans les types, alors c'est une bonne question. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir statistiquement si certains types ont par exemple le mental d'activer ou pas. Ça, malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Ouais, tu le vois toi un peu, bah, tu vois moins Mais, de mais réflecteurs hein, quand même. j'aurais tendance à dire que, alors ça c'est juste mon expérience personnelle et ça n'engage que moi, mais j'aurais tendance à dire que peut-être les projecteurs et les manifesteurs auraient le mental souvent de défini, Oui. hein, d'activer, plutôt que les générateurs et les générateurs manifesteurs, qui pourraient avoir potentiellement plutôt l'ajna, mais pas forcément les deux centres de défini. Euh, Parce que ce sont des êtres qui sont plutôt dans l'action, dans le faire. Hmm. Alors ça ne veut pas dire qu'ils qu'ils n'ont pas de capacité à réfléchir hein, du tout, il ne faut pas le voir comme ça. C'est juste que lorsque l'on a le mental de défini, en fait, c'est une très belle opportunité pour pouvoir justement faire bénéficier ce mental aux autres. Pourquoi on dit tout ça? Ça peut paraître compliqué parce que là, on commence à rentrer dans des détails, puis à mixer voilà, les types avec les centres, etc. De toute façon, tu l'as dit, hein, c'est très précis et très. Et tout est imbriqué finalement. Et tout est imbriqué, tout est détaillé. Quand on démarre, voilà, si on est intéressé pour aller plus loin, peut-être faire une consultation en design humain, qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement? Comment tu vois les gens cheminer aussi avec ça? Et comment toi-même, dans le temps, puisque tu disais ça fait plus de 10 ans, ça fait presque, je crois, une quinzaine Ouais, ça d'années fait hein, presque 15 ans maintenant, ouais. que tu chemines, qu'est-ce qu'on peut finalement en attendre? Alors toi évidemment, tu es un professionnel du sujet, mais d'une consultation, comment ça peut nous aider finalement dans notre quotidien? Ou Alors, dans notre travail, parce que tu l'as pratiqué aussi en entreprise. Tiens, on en parlera tout à l'heure. oui, ce que moi j'ai pu observer en tous les cas, c'est que d'avoir compris, alors compris, c'est peut-être pas le mot juste, d'avoir mis en évidence en tous les cas mes modes de fonctionnement particuliers, j'ai pu les mettre en conscience et de les mettre en conscience, j'ai pu véritablement les observer dans différentes situations. C'est-à-dire que lorsque la situation se présente et que ça met en avant une certaine dynamique, j'ai pu devenir beaucoup plus observateur de cette dynamique et donc de voir véritablement ce qui était en jeu dans mes échanges avec les autres. Donc ça, c'est le premier point. Ça a pu véritablement me, mettre en avant, la façon dont je fonctionnais intrinsèquement et donc de pouvoir mieux me positionner dans mes échanges avec les autres. Hem, donc ça vient en fait, ça vient valider des choses que l'on peut ressentir intrinsèquement, mais qu'on ne valide pas forcément, parce que encore une fois, c'est peut-être tellement différent de ce qui est, Vu comme la norme. exactement, Hmm. exactement, qu'on ne va pas forcément, le valider et du coup, pour moi, cet outil est vraiment intéressant dans ça, c'est que il met en avant nos différences et le fait que, bah, oui, on peut véritablement, se positionner et exprimer nos différences et donner donc l'opportunité à l'autre d'en faire de même. Hmm. Dans ta pratique d'ostéo aussi, ça fait bouger des choses? Alors, avant même d'aborder, l'activité professionnelle, j'ai envie de dire dans ma relation de couple déjà, ça a permis moi de moins me perdre dans l'autre. C'est-à-dire de me respecter dans mes dynamiques et donc de respecter ma compagne aussi dans ses dynamiques. Hem, alors ça peut amener à ça peut amener à des fonctionnements qui peuvent paraître de l'extérieur dysfonctionnels, Hmm. parce que justement dans le respect de qui nous sommes intrinsèquement, bah, ça peut nous arriver, par exemple, je donne un exemple Oui. précis, mais de manger à des heures différentes, de pas forcément, avoir envie de faire telle chose avec l'autre, même si, la relation, j'ai envie de dire, elle peut être faite quand même de entre guillemets alors j'ai pas envie de dire de compromis parce qu'il y a des moments où il y a des élans naturels de rencontre, Oui. hein, D'ajustement et peut-être. oui, peut-être plus d'ajustement, et finalement dans le respect du fonctionnement de l'autre
et de l'un, euh, naturellement, il y a des moments où on a envie de partager voilà, ce que l'on a vécu, nos réflexions, mais pas forcément dans, Ouais, de manière de automatisée, manière quoi. automatisée ou Oui. conditionnée, comme peuvent être par exemple la prise de repas ensemble. Hmm. Euh, s- en fait, nous, c'est pas forcément dans les prises de repas où on va avoir des échanges profonds. c'est c'est ce que je veux mettre en avant, en fait. C'est que les conditionnements externes peuvent finalement nous mettre dans des, pour le coup, nous mettre dans des cases qui finalement ne nous correspondent pas, Ouais, ou des habitudes, on ne ou sait des plus pourquoi habitudes qui on le fait. finalement ne nous Ouais. correspondent pas, Ouais. et qu'on ressent intrinsèquement, mais qu'on n'a pas forcément Hmm. la force de mettre en avant, ou je cherche le mot depuis tout à l'heure, mais il vient L'élan, pas. l'élan, L'élan. Merci. l'élan. Exactement. Peut-être, on s'approche de la fin de cette émission qui est assez longue, mais je sais combien les personnes sont aussi passionnées par ce sujet. Peut-être, dans ta pratique ostéopathique, tu as vu évoluer les choses, tu as dit que tu en parlerais peut-être après un petit mot là-dessus. Oui, surtout d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé mon activité d'ostéopathe, euh, en tant que générateur, j'avais justement tendance à surtravailler, entre guillemets. C'est-à-dire que je voyais énormément de patients par jour. Alors forcément, j'étais jeune et j'avais une dynamique énergétique en tant que générateur qui était présente, et du coup, j'avais la possibilité de le faire, mais très Notamment rapidement. toutes ces années où tu étais en Nouvelle-Zélande, là. Oui, J'en parlais en introduction. Oui. exactement. Et en fait, alors en Nouvelle-Zélande, j'avais déjà commencé à ralentir, parce que j'avais un cabinet avec deux assistantes, du coup, j'avais pu diminuer mon activité déjà. Et l'arrivée en France a vraiment mis ça en avant, en fait, a vraiment mis le fait que je devais faire attention quand même en tant que générateur, à ma capacité à donner. Hein, parce que lorsqu'on est ostéopathe, forcément, on est dans des échanges énergétiques importants. Euh, et même si j'ai cette capacité-là, je dois faire attention à la façon dont je l'engage. Et du coup, bah, il y a des jours forcément où je n'avais pas l'énergie et j'y allais quand même. Euh, alors que en comprenant ces dynamiques plus précisément, il y a des jours maintenant, alors ça m'arrive très rarement parce que je m'engage de mieux en mieux, mais il y a des jours où énergétiquement je suis à plat, et dans ces cas-là, j'hésite vraiment pas à annuler ma journée, en fait. J'ai plus de culpabilité à annuler ma journée si je sens qu'énergétiquement j'en ai pas la capacité. Intéressant. Pour le meilleur de tes patients, finalement, Absolument, de tes clients. Ouais. absolument. Peut-être pour terminer là-dessus, tu l'as utilisé aussi dans un cadre professionnel. Et donc là, c'était intéressant d'analyser les dynamiques en entreprise des différents profils des personnes, individuellement, puis collectivement, de comment ça fonctionne dans une forme de systémie. Et là, évidemment, on pense aux constellations systémiques et familiales, de voir comment en fait fonctionne une dynamique globale entre les personnes. Oui, alors, sans aller trop dans le détail, il y a quand même une particularité en design humain, c'est que lorsque l'on se retrouve à minimum 3 personnes, il y a encore une autre dynamique qui s'engage, sur laquelle on n'a pas véritablement le contrôle. Mais au-delà de ça, ce qui était intéressant, je trouvais, dans le travail d'entreprise, c'est déjà de comprendre individuellement comment les personnes fonctionnent, et du coup de voir aussi alors surtout s'il y a des échanges récurrents ou répétés entre certains collègues, bah, c'est de voir justement les dynamiques qui s'échangent ou qui se jouent entre ces personnes-là. Et d'avoir fait ce travail-là dans quelques entreprises, euh, ça a vraiment permis de fluidifier les échanges et de mettre en avant les qualités intrinsèques de chacun. C'est-à-dire que dans la meilleure compréhension des qualités et des dons de chacun, euh, bah, finalement, on peut optimiser le rôle de chacun dans l'entreprise, et puis aussi de favoriser des échanges un peu plus fluides entre collègues. Ça, c'est intéressant. Mm.
Voilà, comme le font d'autres outils qui Absolument. sont très utilisés en entreprise, le MBTI, je le disais en introduction. Oui, ce n'est qu'un outil. Voilà, on reste Parmi sur un d'autres. outil. Alors peut-être en conclusion, j'ai envie de citer le fondateur du design humain qui disait, si vous laissez l'autre être qui il est, que l'autre vous laisse être qui vous êtes, c'est l'amour. Et toute autre chose est torture. Oui. C'est vraiment fort comme phrase. C'est très fort. C'est très fort et en même temps, faut vraiment le prendre dans le sens de autoriser l'autre à être qui ils sont véritablement et intrinsèquement. C'est pas autoriser l'autre à être dans ses dysfonctionnements. Donc, faut vraiment le prendre dans ce sens-là. C'est que plus on autorise l'autre à être qui il est véritablement et ce qui l'anime véritablement, euh, et que l'autre nous laisse être qui nous sommes intrinsèquement également, c'est le respect ultime, j'ai envie de dire. C'est la tolérance ultime. Et c'est là où on peut vraiment avoir des échanges véritables et authentiques qui sont très nourrissants. Et pour moi, oui, ce qu'il décrit là et ce qu'il dit, pour moi, ça, c'est le véritable amour. Toute autre chose, oui, c'est un peu fort quand on parle de torture, mais toute autre chose, en fait, c'est s'embarquer dans des dynamiques qui ne nous correspondent pas, finalement, et dans lesquelles on ne se retrouve pas, et dans lesquelles on peut même être en souffrance. Merci infiniment Cyril Touffet pour cet entretien au cœur de cet outil. Alors je rappelle que ton livre, Le design humain, un outil fascinant, est publié aux éditions Erol. Il sort ce 26 septembre 2024. Je l'ai dit, il est aussi en précommande. Nos auditeurs peuvent aussi te suivre sur ta page Facebook, consultant design humain, ou te retrouver sur Doctolib pour prendre rendez-vous soit pour une consultation en ostéopathie, soit en design humain. Et tu lances également des préinscriptions pour une potentielle formation en design humain. Donc si vous êtes intéressé, il y a une liste d'attente. Vous pouvez aussi retrouver sur la page Facebook de Cyril Touffet cette liste. Merci beaucoup Cyril, à bientôt. Je te remercie Anne, et à très bientôt aussi. À très vite, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.